peut nous faire penser à celle de la ville cruelle, des Aboto. Sauf que dans cette ville cruelle-là, il y avait quand même une partie de la ville qui était à l'abri de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ici, dans nos villes poubelles, entre guillemets, il n'y a pas un coin de nos villes qui échappent à cette dynamique-là. Lorsque nous pensions au sujet de la chronique de ce matin, bien évidemment, le souffle, l'attente de la convocation éventuelle du corps électoral pour la présidentielle qui est dans tous les débats et toutes les attentes avait la priorité de notre réflexion. Et puis, finalement, en faisant un petit tour à Yaoundé, revenant à Douala, le temps d'un voyage entre les deux localités, on s'est bien rendu compte effectivement qu'il y a une alerte, peut-être pas une alerte première, mais une alerte qui semble ne pas déranger les acteurs de la question. Est-ce que nous sommes en train de nous accommoder à cette situation qui malheureusement est un danger pour nous-mêmes? Vous parlez de ville poubelle, mais on ne va pas être alarmiste, on va juste faire un constat. Nous faisions un reportage pour le compte de la rédaction de Canal 2 International. Notre confrère l'a fait dernièrement, Robert Charlie Talk, et on a pu constater sous l'œil de la caméra de Henri Chinda qu'il était déplorable de voir comment dans un marché, dans nos marchés, on s'accommode, n'est-ce pas, de ces poubelles au point où les aliments, les vivres frais et autres sont devenus inondés par des mouches attirées par et c'est gravissime. Et on a comme l'impression que tout le monde est complice de la situation. À la fois ceux qui ont la responsabilité au niveau de nos communes et de l'action managériale de faire quelque chose, que nous-mêmes, les citoyens, qui, à défaut de dire on va faire comment, nous nous accommodons de cette situation au point où même des initiatives personnelles primaires n'existent pratiquement plus. On n'a plus le réflexe de faire une petite propreté autour de soi, quitte à ce qu'on se plaigne de ce que l'amas, ces immondices et autres-là ne soient pas dégagés. Et donc, l'hygiène a complètement foutu le camp, autant dans nos réflexes au quotidien, dans nos réflexes dans notre environnement. Et c'est plus grave de s'imaginer que ceux qui ont la responsabilité de faire disparaître ces tas d'ordures qu'on rencontre partout, vous ne faites plus 2-3 kilomètres, n'est-ce pas, entre deux carrefours de nos grandes métropoles sans vous rendre compte que vous avez des ordures qui ont largement dépassé des bacs quand ces bacs existent, ou bien à même le sol, et c'est finalement quelque chose qui nous met en danger. Vous avez donc l'impression que tout le monde se complaît dans cette situation-là, et puis un fait inacceptable devient comme une commodité de notre quotidien. Et c'est en cela qu'on s'est dit, il faut certainement jeter un regard sur cette question-là. Peut-être pas le premier regard, on en parle, on en a parlé, on en parle souvent dans nos éditions. Certains ont même parfois taxé des confrères, parmi lesquels nous-mêmes, d'avoir une peinture à la fois négative, n'est-ce pas, de l'environnement de notre société, mais à la vérité, ne rien dire, c'est se rendre complice d'une situation qui donne plus de mal à tout le monde. Imaginez le nombre de fonds que nous dépensons souvent pour des situations curatives, suite à des maladies que nous avons par rapport à ces situations de manque d'hygiène. Imaginez des pathologies qui arrivent souvent à grande échelle et qui prennent des couches de populations les plus vulnérables. Et lorsque ces couches sont vulnérables, ce ne sont pas celles qui sont à l'abri ou bien celles qui sont nanties qui vont considérer qu'elles sont à l'abri des effets collatéraux d'une situation de déséquilibre sur le plan de la santé à l'échelle nationale. Et donc, il est inadmissible de penser qu'une situation révoltante comme celle-là passe comme quelque chose de banal et on s'accommode autant dans nos bureaux, dans nos lieux de décision, que dans nos réflexes quotidiens en matière d'hygiène. C'est clair. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir des personnes jeter des pelures de bananes au travers des portières de voitures. C'est vrai qu'on ne devrait pas attendre des circonstances particulières pour assainir nos villes, mais on sait que quand on regarde aux échéances qui nous interpellent, les échéances électorales parlant des présidentielles qui auront lieu d'ici à là, la Cannes 2019, ça devrait quand même nous mettre un peu plus de pression. Je m'en vais vous demander, est-ce que c'est possible de trouver une solution à cela? Alors, même si cela était impossible, encore que ça ne l'est pas, il est comme dans une obligation pour nous de trouver une solution face à ce phénomène qui ne fait que prendre de l'ampleur. Vous parlez à l'instant de la CAN 2019, regardez à quelle célérité le Cameroun se bat pour être au rendez-vous. Les chantiers, Mirabeau Mahop en parlait à l'instant, les stades
il y a un an pratiquement, certains avaient estimé que c'était quasiment impossible. C'est vrai que le bout du chemin n'est pas encore atteint, mais quand on voit les formes, la vitesse avec laquelle ces stades sont en train d'être mis en place, on voit très bien qu'au niveau du gouvernement, le Premier ministre n'a plus de sommeil. On vérifie, on va à gauche, à droite, c'est vrai qu'il y a quelques remous sociaux, ça et là, mais on se rend bien compte que la machine est mise en œuvre. Il y a comme une volonté politique de faire en sorte que ce rendez-vous, en tout cas sur le plan infrastructurel, soit tenu. Et au rythme où les travaux sont tentés d'avancer, en tout cas si on s'en tient à ce qui est dit par les spécialistes et les techniciens sur le terrain, le rendez-vous a de fortes chances, en tout cas sur le plan infrastructurel, d'être respecté. Maintenant, quand on finit d'aller dans ce sens, on peut bien se demander si nous-mêmes, nous n'allons pas nous tirer une balle dans le pied à travers ce qui est considéré comme des détails, mais qui pourtant participe de l'image de notre pays, de son environnement, et il est donc important de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Vous avez donc cette problématique des ordures ménagères qui revient, et pourtant il n'y a pas quelque temps, on nous a fait état de ce que l'acquisition d'un matériel important, n'est-ce pas, de la part de la société en charge de la collecte de ces ordures, était bel et bien en phase avec l'envie du gouvernement et des autorités, notamment les communautés, d'éradiquer ce problème, tout au moins de le réduire à sa plus simple expression. Qu'est-ce qui ne marche donc pas? Est-ce parce que nous n'avons pas de stratèges? Est-ce parce que les stratégies pensées ne sont pas bonnes? Il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions quand il est encore temps, pour que finalement ces poubelles ne soient pas, en plus d'être un danger pour notre santé, un danger pour notre image, l'image de notre pays, mais une humiliation même complètement. Vous ne pouvez pas avoir la capacité ou alors la volonté et la réalisation des grosses œuvres, et lorsqu'on vous attend là où ça paraît un peu plus facile, vous échouez. C'est comme un petit maillon de la chaîne qui peut vous emmener dans un trouble fonctionnel de tout le mouvement de la chaîne. Et donc, c'est très important parce que cela touche même aussi justement à notre bien-être. Vous parlez du mal-être social, et c'est donc à se demander si on n'a pas de stratèges autant parmi ceux qui gouvernent que parmi ceux qui aspirent à gouverner, même de l'opposition. On n'entend pratiquement personne faire des contre-propositions sur les options de gestion de ces ordures. Quelques-uns essayent, mais on n'y sent pas véritablement de la conviction. Que se passe-t-il? Est-ce parce que nous sommes incapables d'envisager des méthodes qui nous permettent de régler pour de bon et définitivement cette question d'ordures ménagères qui pullule notre environnement, qui infeste justement notre quotidien et qui donne l'impression que nous nous accommodons de cette situation? Et si dans ce que nous vivons par l'hygiène, nous sommes mal à l'aise, il va de soi que même dans ce que nous allons penser, nous n'aurons pas forcément des idées les plus claires. Et on se demande bien si c'est la question du financement souvent présentée qui fait l'objet de problèmes, mais allons-y vers des coups de cœur. Je ne vois pas quel est le Camerounais qui refusera de donner peut-être 100 francs par jour ou 200 francs, je ne sais pas, par semaine, parce qu'on va lui assurer la collecte des ordures ménagères produites dans son foyer. Il me semble peut-être qu'il y a un manque de volonté sur un certain nombre de stratégies. Les coups de cœur, on en fait tout le temps, parfois pour des situations qui relèvent simplement de la satisfaction sur certains aspects. Même pour les ordures ménagères, on peut y aller. Il faut des initiatives. À défaut d'avoir des initiatives communautaires dans les quartiers, dans les villages, ou je ne sais pas moi, au niveau des communautés urbaines, il faut qu'on pense à trouver une solution qui puisse nous permettre de sortir de cette situation-là. À défaut, pourquoi ne pas éventuellement penser à une privatisation où on aura des opérateurs de plusieurs ordres qui proposeront, à coup de challenge, à coup d'initiative, à coup d'ingéniosité, viendront nous donner des voies et moyens pour sortir de cette poubelle qui a élu domicile dans notre quotidien. C'est une situation assez révoltante, et ce qui est surtout révoltant, c'est l'impression qu'on a de voir que tout le monde, à la fois ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent ces questions-là et celles qui sont victimes, les populations, tout le monde semble s'y accommoder, et manifestement cela rentre dans le quotidien sans que personne ne trouve qu'il y a danger sur la santé et même sur le quotidien de nos populations. Et puisque vous parlez d'opérateurs économiques, on pourrait souhaiter que cette mobilisation puisse être le cas parlant justement de ces ordures ménagères. Il s'agit de cette collecte de fonds afin de voler au secours des victimes de la crise anglophone. Thierry Carros, ça vous inspire quand même? Ce sera l'occasion de saluer toutes ces forces vives qui ont mis la main à la poche pour évidemment répondre à l'appel du chef de l'État. Vous savez, quand on a un grand cœur, forcément on se dit voilà, le voisin c'est son frère, le voisin c'est nous-mêmes, et quand on est face à une situation
pareil, c'est normal on laisse parler son cœur. Hein. Quand on rentre du côté de la région de l'Ouest Cameroun, vous regardez tout simplement le sénateur Sylvestre Bouchingue et tous les autres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on parle de contribution, quand même, on se rend compte que la région de l'Ouest a contribué au maximum. 430 millions de francs CFA. Et ce n'est que le début. On rappelle que le coup d'envoi a été donné par le Nord. Oui. On a récolté dans les 53 millions par là, avec, je crois, c'était 23 millions cash qui ont donc été déposés. Peut-être qu'ils sont de belle initiative quand même. Oui. Oui, on ne peut pas vomir sur une initiative comme celle-là. On le disait encore sur cette tribune, dans une situation de détresse, tous les secours, toutes les manifestations d'aide sociale sont les bienvenus. Ce qui est important, c'est de s'imaginer comment tous ces fonds seront utilisés et que cela ne soit pas simplement une démonstration de force pour quelques-uns et que cela ne suscite pas encore des égos, des frustrations, mais que cela aille dans le sens véritablement d'un apport. Et en plus, nous parlions aussi de cette question d'ordure ménagère. Peut-être qu'il va falloir se retourner vers ces élites pour les coups de cœur. Peut-être qu'on en a besoin. Exemple, parce que voilà, à Bafoussam, à Yaoundé, peut-être aussi. Je pense qu'à un moment donné, une formule comme celle-là peut nous sortir de cette situation. Je pense qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Pourquoi ne pas organiser ce genre de choses tout le temps? Pourquoi pas? Parce et même au niveau des ménages, si vous avez quelques 5 millions de Camerounais qui participent et que vous prenez pratiquement 100 francs ou 200 francs, je ne sais pas, à tous les ménages, imaginez le nombre de milliards que cela peut faire. Et pour une cause utile. Et si effectivement c'est fait pour la collecte de nos ordures, puisque c'est l'argent qui manque souvent, puisque c'est des factures qu'on décrit ne pas souvent être payées, eh bien, on peut se prendre en charge à travers un effort collectif comme celui-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, M. Patrick. Merci Patrick Christian Debord, parce que vous avez l'art de trouver les mots justes et subtils pour parler des choses qui fâchent. Vous avez droit quand même à un biscuit ce matin. Un biscuit délice. Craquant, croquant, croustillant. Je préfère me rassurer sur le parfum. Non, c'est la fraise. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Plus de peur. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Allez, parlons d'ailleurs de déchets ménagers. Merci beaucoup. Patrick Christian Debord, là. Ce matin, on le fait un petit peu rire, ça fait vraiment plaisir. Allez, nous allons certainement souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Melapi Célimène. Oui, Melapi Célimène, vous êtes en service du côté d'Arena, vous avez un an de plus ce matin, vous êtes très heureuse. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, Célimène. Et un petit bonjour particulier au président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun, le vice-président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. On espère tout simplement qu'au sein de ce mouvement, vous pensez également aux belles initiatives pour pouvoir apporter de la lumière et surtout beaucoup de belles choses au Cameroun. Il s'agit de M. Félix Pierre Edmond Etoundi. M. Félix Pierre Edmond Etoundi, vous avez le bonjour de Canal Matin ce jour. Bon retour au Cameroun après ce petit séjour du côté de Dubaï. C'est un séjour particulier pour continuer à réussir. C'est un homme au grand cœur. Oui. Il est gentil et c'est quelqu'un qui n'hésite pas chaque jour à faire tout ce qu'il peut justement pour voler au secours des personnes nécessiteuses. Et c'est tant mieux. Ils sont nombreux comme ça qui sont de grands fidèles. On vous dit merci de votre fidélité. On va peut-être se prendre une petite transition. Et juste après, c'est la page étrangère. C'est comme vous voulez. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Et un petit chat qui est passé par là. Mais je pense que si le chat passe... reparti. D'accord. Ok. C'est bien, non? Monsieur le chat, la prochaine fois, ne passez pas dans la gorge de En Patricia. tout cas, il y a suffisamment d'eau à la cuisine. Avec un peu de miel, ça devrait se faire en temps normal. C'est un petit peu la recette journalière, très matinale. Allez, on va démarrer cette page étrangère avec l'Érythrée, Éthiopie. Et là-bas, on parle de cette rencontre historique entre les dirigeants éthiopiens et érythréens. Après des décennies d'hostilité de guerre autour notamment d'un désaccord frontalier entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé hier dimanche 8 juin justement à Asmara, où il a été reçu en grande pompe par le président érythréen, autant pour moi, Isaias Afwerki. Les images de la télévision officielle érythréenne montrent d'ailleurs des scènes de liesse dans les rues d'Asmara et l'accueil chaleureux du président érythréen Isaias Afwerki au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à sa descente d'avion. Les deux hommes ont échangé sourires et accolades avant de sortir de l'aéroport par le tapis rouge.
Direction le palais présidentiel pour débuter les discussions. Les échanges devaient porter sur la normalisation des relations entre les deux pays. Dans un tweet, Fitsum Arega, chef de cabinet du Premier ministre éthiopien, salue une occasion extraordinaire. Allez, direction le Japon, et là-bas on parle de dizaines de morts après la pluie diluvienne survenue il y a quelques instants du côté de ce pays. On va le dire, des pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours dans le sud, le centre du Japon, qui ont fait donc au moins 62 morts et 44 disparus selon un nouveau bilan. Hier dimanche déjà, des alertes aux fortes pluies restent en vigueur dans 3 préfectures et quelques 300 mm d'eau devraient tomber ce lundi dans certaines parties de l'île de Shikozu, une des 4 évidemment grandes îles de l'archipel japonais. Le Premier ministre Shinzo Abe qualifie donc de course contre la montre les efforts menés par plus de 50 000 pompiers, policiers et militaires justement pour sauver les sinistrés et la nature. Au Japon est violente les pluies diluviennes qui s'abattent dans les régions d'Okayama, d'Hiroshima, dans l'ouest de l'archipel, atteignent un niveau 3 fois supérieur à celui des précipitations pour un mois de juillet. En certains endroits d'ailleurs, plus d'1 mètre de pluie est tombé en 24 heures seulement à Kurashiki dans la préfecture d'Okayama. L'eau d'une rivière a inondé un hôpital, prenant au piège 200 personnes âgées et des bébés. Des centaines d'habitants se sont réfugiés sur les toits de leurs habitations et sont confrontés à une pénurie de nourriture. Au Canada, la canicule fait au moins 54 morts du côté du Québec. Dans l'est du Canada, la canicule qui a sévi pendant une grosse semaine a fait au moins 54 morts selon évidemment un dernier bilan des autorités de Montréal. Les services de secours sont sur le qui-vive à Montréal. Plus de 40 000 ménages ont donc été visités par les pompiers et policiers. La chaleur extrême qui s'est abattue a obligé les villes de la province à prendre des mesures d'urgence. Des rappels à la prudence quasi quotidiennes ont donc été effectuées. Les piscines publiques ont été ouvertes plus longtemps. Les transports en commun étaient gratuits. Les bouteilles d'eau ont également été distribuées aux sans-abri, même malgré évidemment tous ces efforts. On rappelle que la tension est toujours dans l'air dans ce pays avec tous ces morts. On va rapidement passer à autre chose ou à un autre pays. On revient en Afrique notamment et le Sénégal pour être plus précis, pour parler du verdict de la CEDEAO au cœur du procès en appel de Khalifa Sall. Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sall reprend ce lundi 9 juillet, après un mois de suspension pour permettre à la défense de se préparer. En première instance, le maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers de l'État. Donc Khalifa Sall a toujours évoqué des fonds politiques. Alors, ce procès en appel va donc reprendre avec une nouvelle donne. La semaine passée, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le premier procès n'avait pas été équitable. Si l'État a tenu bon, cette décision de la CEDEAO est un coup de bambou, voilà, et du pain béni pour Khalifa Sall, qui n'a fait que prendre des coups depuis sa mise en détention en mars 2017. Pour l'un de ses avocats, maître Siré Demba Batili, le juge de la Cour d'appel n'a pas le choix. Il doit mettre fin aux poursuites. Et s'il reconnaît la Cour de justice de la CEDEAO, s'il compte visiblement payer les 35 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Khalifa Sall, l'État du Sénégal estime pourtant que cette décision sous-régionale n'a aucun impact. La bataille judiciaire s'annonce donc après. Donc l'État veut aller vite, mais Khalifa Sall, au contraire, veut gagner du temps car son objectif reste la présidentielle de février 2019. Oui, vous le savez, chaque jour est une date éphéméride, est une date historique. Ouais. On va se rappeler de pas mal d'événements qui ponctuent l'histoire un certain 9 juillet et tout de suite on se rend au 9 juillet 2006. C'est un sport qui reconnaît toujours ses anciens clients. pour reprendre une expression assez commune ici. Oui. Donc on a par exemple Raphaël Nadal, on a Roger Federer, Venus Williams, Serena Williams, Joe Wilfried Tsonga. Mais on va rappeler que Roger Federer remportait donc le tournoi Wimbledon pour la 4e fois. C'était donc un 9 juillet 2006, comme on peut d'ailleurs voir en image. Alors une autre date rapidement, alors que on apprécie encore ces belles images de Roger Federer. On rappelle qu'il est suisse, c'est un tennisman suisse.
9 juillet 2006, on parle de football, notamment de Coupe du Monde, et c'est l'Italie qui vient justement à bout de la France, en battant la France au tir au but, et puis on notait aussi la sortie de Zidane, autant pour moi, sur un coup de tête qui lui a été fatal, et peut-être s'il avait été là, qui sait, peut-être la France aurait gagné. Bon. En tout cas, ça fait partie du passé, l'avenir c'est devant. Ouais, c'est clair. On passe à une autre date, le 9 juillet 1991, après 32 ans de suspension, l'Afrique du Sud est réintégrée dans le mouvement olympique. C'est une date qui devrait normalement faire plaisir à tous les Sud-Africains qui nous regardent peut-être ce matin. Et puis le 9 juillet 1877 ce sera pour terminer. Début du tournoi de Wimbledon. On rappelle que c'est du côté de l'Angleterre. D'accord, pour ceux qui Ça sont... vous dit le de tennis pratiquer du sport? On dit que c'est un sport élitiste. C'est pour les gens qui... À pratiquer quoi, du tennis? Le tennis? Oui. Bon, moi, le tennis, c'est pas vraiment mon fort. Ça, c'est l'affaire de mon coco. Moi, c'est beaucoup plus basketball, football et d'autres sports. Ah, ça, c'est bien en tout cas. Et d'autres sports. En tout cas, c'est beau, c'est joli cette harmonie de couleurs, du jaune et du bleu. Vous savez que c'est des couleurs qui s'harmonisent bien, non? Mais vous aussi, vous avez une très belle tenue. Merci. Hein. Ce jaune bonbon, un petit peu comme le jaune d'Alicia Keys. C'est extra ou quoi, Thierry? Non, c'est nature. Quand